auditeurs, la foule à Radio Caraïbe est estimée à plus de 3000 personnes. Actuellement, le sénateur Louis Desjoints est à Radio Caraïbe. Chers auditeurs, dans quelques secondes, vous aurez l'occasion d'entendre le vibrant message de l'agronome Louis Desjoints, candidat à la présidence, qui va clôturer la campagne électorale. Nous allons vous donner lecture de la lettre adressée à la date du 20 septembre, aujourd'hui, au général Antonio T.H. Quebro, président du Conseil militaire de gouvernement. Monsieur le général, après avoir combattu pendant plus de 18 mois pour obtenir des élections libres, loyales, honnêtes et sincères, qui devraient, suivant toutes les normes démocratiques d'un pays civilisé, doter la nation d'un corps législatif et d'un pouvoir exécutif issu vraiment de la volonté populaire librement exprimée, nous nous trouvons aujourd'hui à la veille de l'événement tant désiré par la nation. Le décret électoral du Conseil militaire de gouvernement du 28 août 1957 atténuait dans une certaine mesure l'appréhension des forces démocratiques de ce pays qui y voyaient tant par l'esprit que par le sens un ensemble de dispositions à caractère libéral. C'est donc, en dépit des expériences malheureuses du passé, encouragées par les dispositions apparemment libérales du décret électoral, que nous avons décidé de participer aux élections. Cependant, ce serait manquer à notre devoir de chef de parti de vous cacher notre désappointement en constatant, dès l'ouverture des premières opérations de la consultation populaire, les basses manœuvres, les vils procédés de fonctionnaires que vous venez vous-même de placer à la tête de certaines branches de l'administration. Et cela sur toute l'étendue du territoire de la République. Nous n'avons pas manqué, au fur et à mesure que ces faits nous parvenaient, de les signaler soit à vous personnellement, soit au ministre de l'Intérieur par des lettres ou des dépêches télégraphiques. Malgré les promesses publiques du Conseil militaire de gouvernement, malgré vos différents communiqués, de plus en plus, de jour en jour et d'heure en heure, s'accentue dans les faits une action gouvernementale nettement dessinée, susceptible de favoriser la candidature d'un compétiteur qui, dans sa presse, poussait l'outrecuidance jusqu'à affirmer sa position officielle. Ce n'est pas le moment de dresser d'une façon détaillée la liste de ces faits, mais sachez que le dossier des injustices et des iniquités dont nous sommes victimes est volumineux et que le peuple haïtien en aura connaissance. Cette lettre a donc pour objet, Monsieur le Général, pendant qu'il en est important et que s'annonce au cadran de l'histoire l'une des heures les plus décisives de la vie nationale, de vous demander de redresser la position du Conseil militaire de gouvernement, puisqu'il en a les moyens, et de faciliter, en ce jour du 22 septembre, le succès des opérations électorales dans la loyauté et l'équité. Autrement, l'histoire enregistrera certainement votre responsabilité directe dans les graves conséquences qui doivent résulter de tous les abus et de tous les excès, enfin de toutes les iniquités. Vous avez maintenant au micro l'agronome Louis Desjoints, candidat à la présidence. Hommes et femmes de mon pays, c'est à vous que je m'adresse ce soir. Lenteur, déposez un instant votre serpette ou votre roue, car c'est votre lenteur qui vous parle. Industriel, arrêtez un instant vos machines, car c'est un industriel qui vous parle. Travailleurs,
allégez-vous un instant de votre outil, car c'est un travailleur qui vous parle. Chômeurs, quittez un instant votre désespoir et votre amertume, car c'est un générateur de travail qui vous parle. Citoyens honnêtes, oubliez de l'instant d'appréhension, car c'est un vrai patriote qui vous parle. Si ce planteur, cet industriel, ce travailleur, ce générateur de travail, ce patriote vous adresse ce soir ce message, c'est parce que, connaissant les problèmes angoissants que vous confrontez tous les jours, pour s'être lui-même battu avec eux pendant 35 ans de dur labeur à travers le pays tout entier, il s'est mis aujourd'hui à votre service avec l'expérience qu'il a chèrement acquise au prix des plus pénibles sacrifices, à votre service, au service de la nation, pour que les cultures abandonnées surgissent à nouveau de la terre, pour que vos denrées trouvent un débouché certain, pour que votre industrie s'améliore et se développe, et pour que l'eau se répande plus librement et féconde cette terre, votre propriété que nul ne saurait vous ravir. Il faut, mes chers compatriotes, que nous cessions de vivre dans les rêves où nous ont conduit les propagandes trompeuses des gouvernements passés et que nous revenions enfin à la réalité. Il faut que nous finissions par comprendre que nous ne sommes qu'un tout petit pays sous-développé, arriéré, misérable, tributaire de l'étranger pour presque tout, un pays en déficit et où la simple démocratie libérale cherche encore péniblement à se frayer un chemin dans cette voie encombrée par la démagogie. Voilà sans phare aucun la réalité brutale qui nous apparaît dès que nous avons le courage de soulever le rideau de l'hypocrisie qui a toujours voilé la vérité, qui nous a toujours caché notre situation. Changer cet état de choses, améliorer cette situation, transformer ce pays, voilà le problème primordial, le devoir impérieux. Aussi, c'est parce que je suis convaincu que dans la période présente, malgré les petits conflits quotidiens inévitables, nul haïtien ne peut être l'ennemi de notre haïtien. Nulle classe sociale opposée à une autre classe sociale que je me sens en droit d'être optimiste sur les réalisations d'un gouvernement honnête. Et c'est pour toutes ces raisons que je viens aujourd'hui niveler le terrain d'entente qui doit servir demain au rassemblement de tous les patriotes afin que nous puissions vite commencer tous ensemble, avant qu'il ne soit trop tard, l'indispensable œuvre de salvation. Trop de gens ont profité dans le passé des faveurs injustifiées qui leur étaient offertes sur un plateau d'argent aux grandes dames de la démocratie, de l'Union nationale préconisée par Dessalines et Pétion. Et tous les secteurs de la population, contenant difficilement l'élan de leurs réclamations, de leurs revendications, de leurs protestations, 1946 devait éclater avec fureur sous les yeux d'un gouvernement étonné. Si 1946 a éclaté, c'est fondamentalement pour protester contre l'usage des terres haïtiennes au profit d'une société étrangère et contre la vente à l'encan de l'intérêt national. Si 1946 a éclaté, c'est pour protester contre la ruine de l'économie rurale haïtienne et l'accroissement massif du coût de la vie, du coût des vivres alimentaires. Si 1946 a éclaté, c'est pour protester contre l'usage scandaleux fait de la mainmise opérée sur les biens de certains citoyens étrangers pendant toute la durée de la guerre. Si 1946 a éclaté, c'est parce que le niveau de vie des classes laborieuses
s'abaissait tragiquement chaque jour davantage, alors que certains privilégiés jouissaient sans scrupule et exploitaient sans merci des avantages immoraux. Si 1246 a éclaté, c'est pour protester contre le monopole que s'était accordé un groupe pour gérer les affaires publiques. Si 1946 a éclaté, c'est parce que de nombreux paysans de l'est département du pays étaient ignorément chassés de leurs terres, privés subitement de la jouissance de leurs biens, des fruits de leurs efforts, et venaient gonfler le prolétariat des villes, déjà incapable de trouver du travail, augmentant ainsi le grand nombre de chômeurs qui traînent une existence misérable, rongée par la privation et la maladie. Quand on se rappelle les idées que prenait le groupement révolutionnaire de la Ruche et les autres organisations clandestines qui entamaient la lutte contre le régime d'alors, comment ne pas se souvenir des desiderata de 1946? Les 4 libertés pour tous les citoyens, le respect des droits de tous sans distinction de classe et de couleur, l'amélioration des conditions d'existence des travailleurs, le droit syndical et le droit de grève pour se protéger de l'injustice, une politique d'équipement et de production susceptible de ramener la prospérité et la dignité de toutes les classes sociales du pays, la place aux plus capables et aux mieux préparés, et enfin, une véritable démocratie. Si ce sont de telles idées que l'on entend mettre en avant en employant l'expression de révolution de 1946, mais il y a longtemps que je les partage, il y a longtemps que je les appuie, il y a longtemps depuis que je me bats pour elles, et ce temps-là précède l'époque glorieuse de 1946, cette époque à laquelle j'associe patriotiquement mes efforts à ceux de la Ruche et des autres organisations révolutionnaires pour arriver aux 5 magnifiques journées de janvier 1946. Tout le monde sait d'ailleurs que de nombreux secteurs ont contribué comme moi au succès de cette entreprise civique dont les animateurs devaient se rassembler dans le Front démocratique unifié. C'est d'ailleurs à cette position sans équivoque que je dois le fauteuil de sénateur du Sud que j'ai occupé depuis 1946 pour défendre les droits de mes électeurs, les droits de tous les citoyens de mon département, les droits de mon pays. Si c'est tout cela 1946, mais qui peut, plus que moi ou mieux que moi, se réclamer de 1946? Quand on veut prétendre cependant que la révolution de 1946 réclamait que certaines catégories de citoyens haïtiens soient en fait dépossédés et déchus de leurs droits politiques sans pouvoir accéder à la direction de l'État, je suis contre 1946, qui ne peut être... Quand on veut prétendre cependant que la révolution de 1946 réclamait que certaines catégories de citoyens haïtiens soient en fait dépossédés, déchus de leurs droits politiques sans pouvoir accéder à la direction de l'État, je suis contre ce 1946 qui ne peut être que le fruit de cerveaux malades ou désœuvrés, mais bien plus, au tribunal de l'histoire, je m'inscris en faux contre une telle déformation des faits. Il n'est dans mon intention d'attaquer quiconque, de blesser qui que ce soit, ou de jeter l'exclusive sur aucun citoyen. Mais la vérité est la vérité, et les faits sont les faits. Ils sont têtus, et je ne transige jamais avec eux. Je suis contre la définition antinationale et antidémocratique de 1946. Définition que des politiciens hontés ont falsifiée à l'intention des éternels bafoués et des naïfs, abusant ainsi de la confiance populaire. Mais le peuple haïtien connaît désormais ses défenseurs et ses ennemis. Il ne se laisse plus berner par les élucubrations
de politiciens aux abois. Aucun patriote, aucun haïtien véritable n'acceptera de croire que le descendant de Fabre Nicolas Geffrard, signataire de l'acte de l'indépendance haïtienne, soit un mauvais haïtien, un apatride et un réactionnaire, parce qu'il serait plus ou moins clair de peu. Certains de mes adversaires m'accusent d'être un réactionnaire, d'être un exploiteur, parce que dans un pays où il y a des centaines de milliers de chômeurs, je suis un des rares haïtiens à ne pas avoir basé sa réussite sur la politique ou l'affairisme, mais bien en donnant du travail à des milliers de mes concitoyens qui auparavant connaissaient le désespoir et la misère physiologique. Si c'est là mon crime, eh bien, messieurs les politiciens, moi je m'en vante. Et si chacun de vous commettait un crime pareil, il n'y aurait plus de misère en Haïti. Empêchez d'abord vos concitoyens de mourir de faim par tous les moyens dont vous disposez, et ensuite vous pourrez faire vos belles phrases sur la question de classe ou de bloc noir qui n'existe que dans votre esprit. Empêchez donc d'abord vos concitoyens de mourir de faim par tous les moyens dont vous disposez. Et ensuite, vous pourrez faire vos belles phrases sur la question de classe ou de bloc noir qui n'existe que dans votre esprit. Car, je l'ai déjà dit ailleurs, pour moi, il n'y a que deux classes en Haïti, celle de ceux qui travaillent et celle des dilapidateurs et des parasitaires, des fonctionnaires. Il y a, certes aussi, la classe des chômeurs, à laquelle va déjà toute ma sollicitude, et qui bénéficiera d'une attention toute particulière de mon gouvernement. Car ce n'est pas avec l'aumône que j'entends donner à manger aux chômeurs, mais avec du travail consciencieusement rétribué. Je ne sache pas, messieurs, que l'esprit de 1946 interdise à un Haïtien de créer la richesse nationale en appliquant effectivement le mot d'ordre trop souvent démagogique de bataille de la production. Mais si je voulais bien comprendre ce que veulent dire mes concurrents dépités, eux qui dans leur profession de foi prétendent ne pas vouloir toucher à la propriété privée, eux qui à l'intention de nos amis américains pour l'apologie de la libre entreprise et veulent interdire à certains de leurs concitoyens, pas à eux-mêmes sans doute. Si je voulais comprendre leur programme sous les gouvernements qu'ils présideraient, il faudrait en conclure que nos chômeurs ne trouveraient pas de travail puisqu'ils sont contre les entreprises comme les miennes. D'ailleurs, les masses paysannes et prolétariennes du Sud, en particulier, comme aussi celles de toutes les régions du pays, qui m'ont vu au travail, n'oublient pas les grandes leçons de Jean-Jacques Accao sur la réalité sociale de notre pays. Elles ont déjà répondu à ces ridicules et puissantes calomnies en soutenant dans leur quasi-unanimité la candidature à la présidence de la République de leurs amis et défenseurs, simples travailleurs comme eux, parmi les travailleurs de toutes les conditions de notre pays. Chers amis, vous connaissez les éléments essentiels de mon programme de gouvernement. Il veut assurer le progrès et la défense des intérêts des Haïtiens de toutes les catégories. Mon gouvernement ne sera pas celui du sectarisme ou d'aucun particularisme. Mon gouvernement ne sera pas celui de la haine
ou de la vengeance gratuite et stupide. Mon gouvernement sera un gouvernement de concentration démocratique et nationale, un gouvernement qui fera le faisceau de toutes les énergies créatrices haïtiennes, un gouvernement qui sera concrètement révolutionnaire, parce qu'il transformera les fondements de la vie économique d'Haïti en exigeant moins de luxe pour certains et plus de bien-être pour tous. Tous mes compétiteurs savent que j'ai les deux bras grands ouverts pour accueillir dans mon administration, civils ou militaires, tous ceux qui m'ont combattu. Le temps n'est pas aux poursuites, à la haine ou à la partisanerie. L'œuvre de redressement national qui ne peut plus attendre ne m'en laissera pas le temps. Peuple haïtien, ce soir, c'est avec une extrême émotion que je vous adresse ce message, car c'est sans doute la dernière fois que, comme candidat à la présidence, ma voix s'élèvera au cours de cette longue campagne électorale. Cette campagne qui pour nous tous a été un pèlerinage vers ces sommets, toujours recherchés de la démocratie, où seul compte la volonté populaire. De cette station de Radio Caraïbe, qui a été le témoin vivant de nos luttes quotidiennes, je désire, à 48 heures de la grande consultation populaire, adresser mes plus sincères remerciements à tous mes compagnons de route dont l'ardeur n'a jamais pu être altérée, à toutes les femmes d'Haïti dont le dévouement demeure inégalable, à tous ceux dont les ferventes prières ont confirmé ma foi, à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, m'ont apporté durant des mois un concours quotidien, à tous ceux enfin qui se sont rangés sous la fière bannière du déjoyisme pour aller prêcher demain, à travers la République entière, le nouvel évangile des masses haïtiennes et cette nouvelle doctrine de gestion des affaires publiques que nous préconisons pour une Haïti nouvelle, avec des citoyens fiers de leur union, fiers de leur liberté, fiers de leur travail et fiers de leur indépendance. Malgré les rumeurs diverses, faisant état des dispositions tapageusement prises pour mutiler la volonté populaire, confiant plus que jamais dans la foi, la conviction, la détermination positive qui anime tous nos partisans à travers tous nos départements géographiques, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous allons à l'Union le dimanche 22 septembre pour rencontrer avec calme et sérénité, mais sur le terrain de l'honneur, tous mes compétiteurs. Oui, nous allons à l'urne le dimanche 22 septembre pour rencontrer avec calme et sérénité sur le terrain d'honneur tous nos compétiteurs, ou les combattre avec la dernière rigueur s'ils pensent pouvoir s'y dérober, comme nous combattrons avec la dernière rigueur les élections officielles, cet adversaire supplémentaire et inattendu qui hésite encore à se jeter dans l'arène et dont le spectre semble nous apparaître sur la scène électorale tel un fantôme égaré dans une démocratie naissante.
Oui, mes chers amis d'Haïti, la flamme du déjoyisme brûle avec assez d'ardeur pour alimenter, pendant des heures angoissantes que nous allons vivre, le feu sacré sur lequel ce soir nous allons tous faire le serment de défendre nos droits, le serment de vaincre, le serment de sauver notre pays de la honte et de l'anarchie. Debout planteurs, debout travailleurs, debout ouvriers, debout citoyens honnêtes, debout femmes d'Haïti, debout vous aussi religieux d'Haïti, debout patriotes pour lutter contre le dirigisme électoral que l'on veut vous imposer. Restez vigilants et demeurez dans cette attitude courageuse et décidée, jusqu'à ce que vous ayez la certitude d'avoir rempli jusqu'au bout votre devoir et d'en avoir obtenu la naturelle et légitime satisfaction. Souvenez-vous, peuple haïtien, que tout gouvernement issu d'élections frauduleuses ou imposées par la force ne sera pas viable tant nationalement qu'internationalement. Et c'est la raison pour laquelle seul peut compter le verdict populaire, celui de la majorité venant consacrer la victoire du déjoyisme, parce que c'est le peuple conscient, sans aucune pression, sans aucun subterfuge, qu'il aura élu le 22 septembre 1957. Je ne veux penser à la formidable résonance, à cet écho lugubre qui se répandra à travers toutes nos villes et toutes nos campagnes, si jamais l'armée qui a pris l'engagement d'honneur d'assurer des élections honnêtes renversait sur ce peuple prosterné cette immense statue de la liberté qu'il a édifiée dans un élan sublime pour consacrer les droits qui lui ont été conférés par la Constitution de 1950. Non, mes chers amis, je ne veux penser à cette faillite de nos institutions, à cette faillite nationale inévitable si jamais le pays devait sombrer à nouveau dans la dictature et l'anarchie. Je me refuse à croire à cette division de la famille haïtienne. Je me refuse à cette possibilité d'un fossé que l'on voudrait établir entre frères, que l'on veut établir entre le peuple et son armée. Je ne veux plus penser ce soir à toutes ces appréhensions qui, depuis quelques jours, viennent à chaque instant bouleverser la conscience angoissée du peuple haïtien. Car je suis et demeure convaincu qu'il est trop tôt pour y attacher un crédit, comme je demeure convaincu qu'il est trop tard pour que le peuple accepte de se plier docilement à la volonté dictatoriale d'un groupe. Aussi, quoi qu'il advienne, l'on trouvera le déjoyisme toujours debout pour défendre son idéal, et nous jouerons avec tout le peuple haïtien jusqu'au bout la carte du courage, la carte de l'honneur, la carte de la démocratie, c'est-à-dire la carte de la liberté, de cette liberté pour laquelle nous avons combattu, et pour laquelle nous combattons, et pour laquelle nous combattrons toujours.
et pour saluer avec frénésie ce cortège de liberté qui s'amène, pour saluer la victoire prochaine que nous réserve l'urne le 22 septembre, je vous demande de crier avec moi et sous le peuple haïtien dans un élan sublime de ferveur patriotique. Vive l'esprit de 1946 et vive le déjoyisme. Vive l'union de tous les Haïtiens pour un gouvernement national. Vive un gouvernement démocratique de réalisation concrète. Vive les classes travailleuses haïtiennes de toutes catégories, unies dans l'honneur et dans la dignité. Vive les élections libres que nous sommes forgées avec tous les patriotes de bonne volonté et sans distinction de classe ou de couleur. Et vive tous les compagnons de route qui m'ont aidé et continuent à le souvenir. Et vive la Renaissance haïtienne. Chers auditeurs, au micro, Ariston Hercule Lafleur. Chers compatriotes, chers amis déjoyistes, chers auditeurs, bonsoir. Mes chers amis, ceci, c'est mon dernier message. J'aurais voulu qu'il soit d'un côté un résumé objectif des événements passés et présents qui viennent de tourmenter l'âme nationale, et de l'autre, une préfiguration de ce que sera la conséquence de ces événements. Pour le premier point, à vous de me dire si je suis un historien partial ou pas. Pour le second, l'avenir me jugera. Cet avenir qui, comme dit le poète, dort comme un enfant sur les jambes des dieux. Le 9 février 1956, le pays était calme, trop calme, très calme. Personne lors ne pensait aux élections. Ou mieux, on avait peur de songer que Paul-Eugène Magloire devait s'en aller en ce temps de grâce 1956. Nul, vous dis-je, n'avait osé se montrer sous leur vrai jour. Et pourtant, tous, ils étaient candidats. Tous, ils avaient rêvé de tirer leurs frères de la misère, de la gêne. Tous, ils avaient rêvé d'être le leader du peuple. Tous, ils conspiraient dans leur chambre à coucher, blottis dans les bras de leurs femmes ou sous leur lit, parce que les baïonnettes de Paul rayonnaient au soleil. Ah, la conspiration du silence, comme elle était préférable à la perspective d'avancer dans l'arène, de s'exposer aux foudres dictatoriales en lançant dans le forum la question capitale, Paul Magloire devait-il, oui ou non, se perpétuer au pouvoir? Comme d'ailleurs c'était dans ses intentions de transformer la République en empire. Nul, vous dis-je, n'avait le courage de s'affirmer. On était resté quoi, muets comme des statues de cire. Est-ce pourquoi le 9 février 1956, le pays était calme, très calme? Quand, soudain, comme un défi troublant ce silence sépulcral, la voix de Louis Desjoies fit savoir au peuple étonné qu'il était candidat à la présidence de la République et sollicitait son bienveillant suffrage. Aujourd'hui sont légion
les candidats aux fonctions électives. Ils sont légion les défenseurs du peuple et des intérêts vitaux du pays. Ils sont légion ceux qui veulent mettre leur connaissance au service de la patrie. Ils sont légion ceux qui ont le droit de parler pour le peuple maintenant que l'orage est passé. Ah oui, j'avais oublié. Terrés comme des taupes, ils avaient revendiqué silencieusement pour le peuple le droit d'être libre, le droit de vivre sans contrainte. Ce sont des leaders de classe. Ah, la classe, voilà le mot lâché par ce grand tribun, fondateur du journal Flambeau, Flambeau qui fumait avant de s'éteindre. Oui, le mot lâché un soir à la tribune électorale, un soir qu'il avait cru être un soir de carnaval où le masque était encore permis. Il a cru tromper tout le monde, il a cru qu'on allait le suivre sur cette pente dangereuse, cette pente qui devait mener à la division des nègres d'Haïti. Car jaune ou noir, nous sommes tous des nègres d'origine africaine. La classe, on n'a pas voulu croire au mythe de la classe. Les secteurs politiques évolués du pays ont repoussé dédaigneusement ce tremplin de classe. Tremplin qui devait accorder à son promoteur l'opportunité de gagner de nouvelles fortunes, l'opportunité de balader la main dans la main avec une blanche dans Paris-Babylone et aux frais de la princesse noire. La classe, mais demandez donc à Daniel Fiolet ce qu'elle lui a coûté, ce qu'elle lui a fait cette classe. Pour Daniel comme pour Desjoie, la classe c'est une affaire de démocratisation du milieu et non cette vaste exploitation du peuple qu'estimait Enjolras avec ses collaborateurs immédiats. Parce qu'avec Louis Desjoie, il avait rêvé d'une démocratie intégrale pour le peuple, il fut goutérant du pays comme un paria et Louis Desjoie persécuté depuis 18 mois. Oui, pendant 18 mois, on a érigé des barrières et des barrières pour entraver la marche ascensionnelle du leader vers le pouvoir, le leader que le peuple avait déjà consacré devant la prison le soir du 13 décembre. On a érigé des barrières et des barrières, et même l'auteur de barrières s'y est mêlé intimement. Aussi, pendant 18 mois, Louis Desjoie jeta bas toutes les barrières rencontrées sur son chemin, et il renversera la dernière barrière pour entrer triomphalement le 22 septembre prochain au Palais national. C'est parce qu'on sait, avec Louis Desjoie commencera une ère nouvelle qui apportera plus de probité dans l'administration publique, une ère nouvelle qui permettra à tous les Haïtiens de manger et à leur faim, une ère nouvelle qui transformera les taudis de la Saline et des faubourgs malsains du pays en des logements décents et aérés, une ère nouvelle qui n'acceptera pas qu'on foule aux pieds la liberté de la presse, la liberté de conscience, la liberté de la tribune, une ère nouvelle qui rendra possible cette parole du Christ, aimez-vous les uns les autres, car Desjoie sait qu'on désarme mieux son ennemi en lui tendant la main qu'en lui montrant le poing. Une ère nouvelle qui réalisera enfin le rêve qu'au fond de son cœur garde jalousement le patriote sincère, l'Union nationale. Vous irez donc à l'urne le 22 septembre 57 pour répondre présent à l'appel désespéré de la patrie agonisante. Vous irez à l'urne le 22 septembre 57 pour répondre présent au rendez-vous que vous donne l'histoire. Vous irez à l'urne dimanche prochain pour consacrer Louis Desjoie président d'Haïti. Ce poème s'intitule Liberté. Liberté. Nous n'avons pas de gîte. Nous ne sommes pas vêtus. Nous avons faim. Nous n'avons rien. Mais notre trésor, c'est la liberté. Nous sommes les pestiférés, les damnés, les lépreux, tout ce que vous voulez. Mais nous garderons notre liberté. Les clameurs qui montent vers le ciel, ces chanteries et macabres que sonore la sauteur indolent disent vive la liberté. Que nous importe la nuit si le soleil doit luire bientôt. Que nous importe vos cachots, notre liberté est insaisissable. Que nous importe les nuages gris, que nous importe les malentendus. Après la grimace, il y a le rire. Après le gris, il y a un ciel bleu. Vous avez la voûte des prisons, nous avons les dômes azurés. Vous avez vos mitraillettes, nous avons nos idéales. À vous les cimetières, gorilles insatiables, mais à nous le soleil, à nous la République, vive la liberté. De la situation politique actuelle. L'insulte
le sarcasme, les idées de revanche et de représailles inutiles et froissantes sont pour moi des moyens surannés qui affaibliraient notre foi et qui diminueraient la portée de l'idéal que nous attachons à notre démarche de candidat. Nous désirons proposer au peuple haïtien des idées saines, des idées honnêtes, qui reposent avant tout sur les principes de liberté totale, de respect de la chose publique et du travail. Je réitère, mes chers amis, les recommandations de ma déclaration du 9 février. Je m'élève contre tous les cris séditieux, les propagandes inutiles et les injures gratuites. Je ne réclame qu'une chose, c'est la liberté. La liberté des élections et la satisfaction pour le peuple haïtien de se choisir un président, et cela librement. Et maintenant, comme nous vous avons annoncé, chers auditeurs, nous avons l'honneur de passer le micro à